Bonjour à tous les deux, merci énormément de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce tout nouveau volet de notre format Point de vue qui a pour but de parler d'un sujet mais avec deux points de vue différents. Bonjour François. Bonjour Émeric. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc vous êtes le directeur général de l'ENSM depuis bientôt 3 ans. Et bonjour Christophe Bertolucci, vous êtes capitaine de remorqueur chez Boluda, promo 1999 au 1NM, mais également enseignant à l'ENSM, enseignant vacataire au simulateur. Alors aujourd'hui nous nous rencontrons dans un lieu évidemment qui nous est cher pour parler de pas mal de sujets. Le premier volet, on avait parlé du nombre d'écoles, on avait parlé de violences sexuelles, on avait parlé également d'organisation des sites. Pour ce nouveau volet, nous souhaitons faire un petit bilan des 3 premières années de cette nouvelle politique qui a été mise en œuvre, parler du COP, qui est l'acronyme du contrat d'objectifs et de performance, du doublement des effectifs des élèves à l'ENSM, mais également de la mixité et de la fondation. Vaste programme. Alors nous allons commencer par le COP, donc le contrat d'objectifs et de performance. Alors, nous avons pu voir plusieurs vidéos tournées par François, dans lesquelles vous expliquez un petit peu les différentes orientations de ce contrat d'objectifs et de performance. Et pourtant, dans les carrés ou un petit peu dans le monde maritime, on se pose un petit peu des questions quant à son application, qui a peut-être un côté un peu trop complet et qui nuit peut-être un petit peu à sa compréhension. Alors François, pouvez-vous nous présenter le COP et en quoi ça apporte un plus aux élèves et au suivi des actions de l'ENSM? Bien, mais avec plaisir. Merci à Christophe et à vous, Émeric, de vous prêter à cet exercice. Je vais commencer par une boutade. Ça me fait penser en fait à une scène mythique d'Astérix. Laquelle? Il n'est pas clair mon COP? Alors je vais pas me transformer en Set Automatics ou en Assurance Tourix ou en ordre alphabétique, évidemment. Cela dit, l'origine du COP, c'est ça. Puisque vous me demandez ce que sont été les étapes finalement pour la construction de ce document, remettant dans le contexte ces 3 années passées, presque 3 années passées à l'ENSM. On a commenté par une première analyse sur ce qui allait, ce qui n'allait pas à l'école. C'est une concertation qui a été menée entre le 15 septembre et le 7 octobre 2022. Ça a abouti à un document, et je fais référence à Astérix volontairement, puisque ce document s'appelle les 12 travaux de l'ENSM, et ça a été la base finalement d'un document de pilotage qui nous a permis d'arriver à une matière suffisante pour savoir ce qu'il nous restait à faire pour établir une stratégie. Et le COP est venu comme une stratégie. Une stratégie qui, comme dans tout établissement public, entreprise, a ses qualités et ses défauts. Vous évoquiez le fait que je m'étais exprimé sur le contrat d'objectif, c'est vrai, mais je ne suis pas le seul. Évidemment, c'est un document qui nous engage tous. En premier lieu, évidemment, le conseil d'administration qui l'a validé. Frédéric Moncani fait une vidéo conclusive de ce qu'est ce contrat d'objectif. Je veux saluer tout le travail qui a été fait et tout l'engagement qui était celui de l'école. Mais pas seulement l'école. Et quand je dis l'école, ce sont les enseignants, les agents, mais aussi les élèves, pas seulement l'école. Ça a été aussi un regard vers l'extérieur, je ciblais le conseil d'administration. On a eu l'occasion de consulter les différentes collectivités, les entreprises qui étaient impliquées. Alors quant à savoir s'il est complet, trop complet, pas assez complet, évidemment c'est pas un document parfait. C'est pas un document parfait parce que l'école elle est pas parfaite. Et puis la perfection, d'abord elle n'est pas de ce monde et puis elle nous ennuierait. Mais enseigner la mer de toutes nos forces, nationaliser la formation supérieure maritime, soutenir l'économie de la mer, maritimiser les esprits et développer le sens marin, c'est 4 ambitions globales qui permettent de recenser 150 actions, un peu plus de 150, qui vont d'une dimension culturelle, artistique, sportive, à des choses beaucoup plus ciblées au plan pédagogique, la création de nouvelles formations, la qualité de vie au travail, le développement de certaines actions très ciblées au plan du soutien à certains élèves, certaines pratiques. Et puis, si je devais le synthétiser, ça nous amène finalement à 3 grandes idées, 3 idées forces. La première, c'est celle de la stabilité.
la stabilité pour une école qui en a manqué. Elle en a manqué depuis sa construction en 2010. On dit toujours d'ailleurs les écoles. C'est pas les écoles. Il y a une école et 4 sites. Et l'idée du faire école, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que c'est un objet compliqué à appréhender. 4 sites dont la complémentarité n'existait pas. Même, on parle des années 60 sur la construction des écoles, mais bien avant. Il y a eu jusqu'à une cinquantaine d'écoles de la marine marchande, d'écoles où on apprenait voilà, la question maritime, des lycées maritimes. Donc tout ça, c'est un historique. Donc on est très humble par rapport à ça. Et donc cette stabilité, elle est pas complètement trouvée. Les équilibres sont toujours précaires. C'est normal. On est dans cette ère de l'instantanéité. Il y a des gens qui se parlent beaucoup. Vous évoquiez la question des carrés. On ne sait pas exactement ce qui se passe complètement à l'école. Et donc le regard est nécessairement un peu critique. Et moi, je prends ma part de critique, bien entendu. Et j'espère que tout le monde la prendra. Mais on a essayé de retrouver cette stabilité. Un seul exemple, la stabilité financière. Stabilité financière, puisque 25 millions d'euros comme subvention de charges de service public, c'est ce qui nous permet de financer aujourd'hui un certain nombre 25 millions pour les 4 sites. 25 millions pour les 4 sites, c'est un budget consolidé. On est sur un budget consolidé, donc on est à près à 30 millions sur le budget de l'école, bon an, mal an, avec 25 millions pour subvention de charges de service public. On a quelques ressources propres, la formation continue pour 2 millions, 1 million pour les droits de scolarité, 400 000 euros de taxes d'apprentissage, à peu près 500 000 euros sur la partie recherche, et le reste, ce sont des fonds de concours qui nous permettent de faire de l'investissement. Et bien entendu, on souhaite pouvoir développer ça, et en premier lieu par le biais de la fondation, mais on aura l'occasion d'en parler. Voilà, c'est un autre Donc, sujet. Alors justement, je termine juste sur les 3 idées forces. La stabilité financière, enfin la stabilité tout court, illustrée par la stabilité financière. Deuxième élément, la capacité d'intégration territoriale. On est bien une école sur 4 sites et il faut qu'on puisse s'intégrer territorialement. C'est fondamental. Vous avez vu ici, il y a beaucoup plus d'événements qu'à une époque. Mais c'est volontaire. C'est aussi comme ça qu'on arrive, et on en parlera, à des bons chiffres sur Parcoursup et Parcours+, qui nous permettent de dire que cette école rayonne un peu plus. Mais elle ne fera pas que d'elle-même. Elle a besoin de rayonner à partir des territoires et à partir de l'action qui sont celles, des actions qui sont celles des vacataires, des anciens élèves de l'école, de tous ceux qui souhaitent s'intéresser à l'école, et un seul symbole là-dedans, les équipages promotionnels. Quelque chose qui marche vraiment bien et sur lequel on a des bons retours. Troisième enjeu, c'est de grandir autour d'un autre projet qui n'est pas alternatif à celui de l'école, mais qui est celui de l'Institut national supérieur maritime que je développerai tout à l'heure. Donc 3 grandes idées forces. Je comprends que ce document puisse être critiquable, et une nouvelle fois, je le prends absolument pas personnellement. Simplement, ça fait l'objet d'un lourd travail qu'on revendique et qui permet de s'inscrire à la fois dans cet héritage, dans cette situation géographique, et également dans le temps pour l'avenir. alors après, on n'est pas forcément trop dans la critique, mais plus dans les interrogations. Et justement, Christophe, dans les carrés, qu'est-ce qui se dit? Alors justement, oui, je vais justement rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors déjà, en reprenant les termes de la COP elle-même, à bord, ce que j'entends dans différentes discussions, en fait, c'est les arguments enseigner la mère de toutes nos forces. J'espère que c'était quelque chose qu'on avait déjà depuis des années. Nationaliser la formation. Alors moi, en tant qu'ancien élève, avant d'être enseignant ici, me semble me souvenir que les écoles étaient déjà à un niveau national, peu importe que ce soit Le Havre, Saint-Malo, Nantes ou Marseille. Soutenir l'économie de la mer, pour moi, c'était une notion qui existait déjà auparavant et que j'espère qu'il va perdurer, bien sûr. Et maritimiser les esprits et développer le sens marin, bah, j'espère, et j'espère aussi y contribuer. J'espère que ça va continuer. Mais en fait, concrètement, à bord, on n'arrive pas à comprendre où sont les actes, où est la différence, justement, avant la création de cette COP. Où sont les actes? Il faut ouvrir le contrat, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste 4 titres. Mais je me doute bien, Je peux recenser les actions, ça va être long et fastidieux, et bien le sûr. public va être Non. content de passer 10 heures devant nous. On va faire court. On mettra non, le mais lien en commentaire. je prends 4 exemples issus des quatre thématiques. Enseigner la mer de toutes nos forces. Je vais en prendre un qui n'a l'air de rien comme ça, mais faire évoluer la chaîne pédagogique. La chaîne pédagogique de l'école, elle se différencie entre des départements et des unités d'enseignement. Des départements qui sont des départements dits de filières, donc on suit les filières. Là-dedans,
Les filières, elles existaient avant le contrat d'objectif, mais personne n'a dit que on mettait en place une chaîne. C'est la rénover, c'est la repenser, donner une meilleure place à l'interaction entre ceux qui sont responsables de la filière et ceux qui sont indépendamment des sites, les responsables des unités d'enseignement. C'est-à-dire que un enseignant qui est à Saint-Malo et qui pratique la machine à Saint-Malo au terme de la STCW telle qu'il l'a pratiquée depuis son arrivée à l'école, eh bien qu'il puisse croiser sa vision avec un enseignant de Marseille sur des thématiques qui sont celles du moment. Donc ça nous semblait assez utile. C'est une des actions, c'est une des illustrations. Il y en a plein, hein, sur la vie de l'école, sur le soutien aux projets sportifs, la partie culturelle est là-dedans. Nationaliser la formation supérieure maritime, évidemment, c'est une école publique, ça reste une école publique, mais ça ne veut pas dire rendre public, nationaliser. Nationaliser, c'est d'ailleurs entre guillemets dans le contrat d'objectif, c'est à l'échelle de tous les territoires être capable de plus et mieux rayonner. Je pense particulièrement aux Outre-mer. Moi, je suis assez interloqué par le fait que nos relations avec les Outre-mer, elles se limitent à accueillir un certain nombre d'élèves qui peuvent rentrer grâce à Parcoursup ou Parcours+, et puis, de temps en temps, envoyer un enseignant pour aller faire une formation sur un des centres qu'on connaît outre-mer. On doit être capable de mieux quand même. Enfin, je veux dire, on est le pays avec la deuxième zone économique exclusive dans le monde. On a une capacité à rayonner à partir des anciens élèves qui sont passés par ici. Il y a les clusters maritimes outre-mer qui sont très présents. Comment, à partir de ce qu'on sait faire, on doit être capable, sur des actions qui sont une nouvelle fois recensées, nationaliser la formation supérieure maritime. Soutenir l'économie de la mer. Bah, là encore, des exemples très simples et je lance un appel pour qu'on passe de la parole aux actes. La parole, nous les actes, on les a mis en place. La formation sur le VELIC. Tout le monde me dit le VELIC c'est formidable, c'est hyper important, c'est très bien de s'investir. 3 actions concrètes. Une formation continue qu'on met en place, qui a lieu du 12 au 17 mai à Nantes, et également au chantier de l'Atlantique, et puis à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Une formation initiale qu'on va repenser, on va d'abord le faire par une matière optionnelle, mais permettre à nos élèves de reprendre le lien avec la navigation à la voile, donc autour d'un module qui a été établi par un ingénieur pédagogique qui a travaillé dans le cadre d'un programme avec Winship et avec DICE, et c'est un module qui est aujourd'hui accessible sur le site de l'OMI. Et on va faire des cours en plus là-dessus pour l'ensemble des formations initiales, tous ceux qui le souhaiteront. Et puis troisième élément, la construction, ça c'est plus prospectif, d'un master sur la construction vélique pour compléter notre offre d'ingénierie en génie maritime. Sur la question de la maritimisation des esprits, je prends un exemple qu'on aura l'occasion d'aborder. On l'avait pas mal abordé avec Guillaume il y a quelques mois, celui des traditions. Ouais, je revendique le fait d'avoir des traditions maritimes. Je suis moi-même pas issu de l'hydro, mais j'ai quand même été très séduit par la capacité qu'on a dans le temps à faire perdurer ces traditions, à les développer. C'est pas incompatible avec une politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et ça, c'est ce qu'on voulait afficher. Donc, pour résumer, par rapport à ces 4 exemples que j'ai pu prendre, et une nouvelle fois, la critique est tout à fait constructive. Donc moi, je suis d'abord à disposition pour reparler et détailler ces différentes actions. Mais il n'a jamais été question, avec un contrat d'objectifs, avec une stratégie qu'on met en œuvre, de dire heureusement, on a repensé l'école, elle n'existait pas auparavant, il n'y avait aucune stratégie. Ça n'est pas vrai. C'est juste que la stabilité dont je parlais tout à l'heure nous a permis d'axer sur des actions peut-être plus concrètes et qui doivent donner des résultats qui ne se mesurent pas forcément tout de suite maintenant, mais on souhaite par cette relation intime, si je puis dire, à la marine marchande, infuser quelque chose d'autre. Et donc ça me paraît très important, et je salue vraiment le travail qui est fait par Jeune Marine là-dessus, qu'on puisse arriver à pénétrer les carrés, qu'on puisse arriver à s'ancrer dans ce type de discussion pour que l'école, que tout le monde connaît, et qui est un objet commun, puisse être mise au goût du jour au travers de ces projets concrets que nous développons au quotidien. Et je ne suis pas le seul à le faire, avec une équipe qui continue de se renforcer et qui continue, grâce aussi à ce que vous représentez, à développer l'école et à la faire aimer. Ah, justement, je voudrais rebondir aussi sur l'attractivité des collectivités vis-à-vis de l'école. Je voulais rebondir un petit peu là-dessus, puisque souvent, c'est des discussions que là, j'ai plutôt avec les élèves, plus qu'avec le bord. Avec le nouveau cursus, justement, qu'on a maintenant, où les 3 premières années se passent pour les O1 à Marseille et la dernière année, donc ici au Havre.
Et j'ai remarqué, et ce que je trouve tout à fait normal, que justement ces élèves arrivés en 5e année, qui ont fait en fait le gros de leur vie étudiante à Marseille, arrivés au Havre, ils prennent ça comme une vie de passage en fait. Ils font leur année, mais ne s'inscrivent plus du tout dans la vie de la ville du Havre en fait, parce que enfin moi le premier, je suis pas vrai d'origine, c'est justement mon Bertolucci, affection, hein. Bertolucci, ça sonne vrai pourtant. Oui, non, ouais, c'est l'orienté. Je suis l'orienté, c'est pour ça. Non, non, mais justement, comme disaient très si bien mes parents, j'ai pas fait que mes études au Havre. J'y ai aussi trouvé ma conjointe et maintenant ma femme. Donc maintenant, je vis au Havre. Mais je sais que maintenant, ces étudiants qui ont fait leurs études, leurs principales études, les 3 ans d'abord à Marseille, quand ils arrivent au Havre, ils n'ont plus du tout envie de s'inscrire dans la vie collective en fait du Havre. Ils savent qu'ils sont là que de passage. Pour preuve, moi, j'étais vraiment estomaqué quand j'ai appris que la plupart qui forment les Buras, c'est donc des OCQPI qui sont forcément font leurs 3 ans ici au Havre. Je n'ai aucun 5e année quasiment dans les Burales. Donc quelque part, je trouve ça dommage parce que c'est justement ce qui faisait la force de l'école, qui faisait son âme, ce qui faisait son attachement. C'est pour ça, moi-même, j'y suis encore très attaché à l'école. C'est pour ça aussi que c'est avec grand plaisir que je reviens en tant qu'enseignant. Et j'espère que ça ne va pas se perdre justement avec ce changement de cursus. Alors, c'est un changement de cursus qui est déjà ancien, hein, donc Qui est ancien, certes, mais mais justement, en fait, cette perte ne se fera pas soudainement. non, c'est Ça dans se le fait temps. sur du long Et terme, en vous fait. avez parfaitement raison. Bon, c'est une décision qui a été prise il y a quelques années pour des questions aussi de masse critique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut faire comme cursus, sur quel site, et comment mieux répartir la charge et la capacité à dispenser des connaissances entre les différentes forces dont on dispose. Bon, je commande pas cette décision. Ce que je vais commenter sans aucune pudeur, c'est l'incohérence du parcours actuel. L'incohérence du parcours actuel, pour moi, elle est sur les 2 passages qu'on fait au Havre. Vous dites à un élève qui passe 3 années à Marseille, qu'il va venir au Havre pendant un peu moins d'1 an, qu'ensuite il fait un contrat de professionnalisation et qu'après il revient au Havre pendant à peu près 8 mois. Enfin, d'abord, vous avez perdu tout le monde quand vous expliquez Ah bah oui. la Ah oui, scolarité. ça, Et en plus, on n'est pas allé chasser les redondances qu'on aurait pu trouver entre Marseille et Le Havre, chose qui, à mon sens, n'est pas acceptable. Donc, on s'est fait fort, et c'est là aussi dans le contrat d'objectif, de réformer le DESMM. On a le diplôme d'études supérieures à la marine marchande. On a travaillé sur cette question à partir du début d'année 2023, sans attendre la publication du contrat d'objectif, pour concentrer la formation au Havre en une période véritablement directionnelle. Et donc aujourd'hui, les élèves qui sont rentrés en première année à Marseille au 1er septembre 2024 font leurs 3 années de Marseille, avec 1 an de fondamentaux liés au maritime, plus les stages STC, SSW, 2 ans de STCW opérationnel, leur contrat pro par la suite, et ensuite ils viennent au Havre à compter de février de l'année suivante pour passer 1 an et demi sur le cycle directionnel. On n'a pas retrouvé le cycle de 5 années. Moi, à titre tout à fait personnel comme directeur général de l'école, je ne suis fermé à rien. Je ne suis fermé à rien. Simplement, je veux voir comment cette évolution et ce repositionnement du diplôme permet de retrouver un tantinet de stabilité et d'éviter que les élèves que moi j'ai pu rencontrer en 2022 quand je suis arrivé nous disent mais nous, cette école, on y est attaché évidemment parce que c'est notre école, et il nous tarde de la quitter. Moi, je veux qu'on arrive au bout de quelques années à limiter ça, c'est-à-dire à endiguer ce sentiment-là. L'école, c'est toujours long sur la fin. On le sait très bien. Moi, mon école a été longue sur la Oui, fin. mais Christophe et moi, on y est toujours, hein. Voilà, On y revient avec grand plaisir. on peut être très attaché à cette école aussi. Je suis d'autant plus soucieux de ça qu'on a fait 2 autres choses par rapport à ce diplôme, c'est qu'on a intégré de nouvelles matières. Tout en baissant la durée, parce que il fallait aller vers la décarbonation, vers la digitalisation. Donc on a fait un gros travail, et je veux vraiment saluer le travail qui a été fait par les enseignants compétents sur le sujet, François Grinert, les sites, le Florence Blo évidemment à Marseille, les sites, donc Sophie Nevoux ici au Havre, on a Cyril Delair bien entendu à Marseille, Laurent Salvati à Marseille qui s'est beaucoup engagé.
on est allé trouver du temps, trouver de la place, et pour coller à la STCW, mais pas plus. Et pour libérer du temps. Parce que ici, quand ils arrivent en cycle directionnel, bah, ils ont tout autour d'eux, à la différence de Marseille, un campus universitaire. Ce campus universitaire, c'est peut-être la première étape qui leur donnera l'envie de faire autre chose par la suite. Il faut qu'ils naviguent le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Mais au moment où ils s'arrêteront de naviguer, parce que certains s'arrêteront, ils repenseront peut-être qu'à l'EMN, à Sciences Po, à l'INSA, il y avait des choses à faire. Et nous, notre responsabilité dans les années à venir, pas maintenant tout de suite, c'est d'arriver à structurer d'autres types de parcours pour que ce temps qu'on a gagné, ben, on leur fasse pas perdre. Hein. Et ça, c'est indispensable. Quand je dis que je suis fermé à rien, c'est que on lance actuellement un projet qui dépasse le COP, qui s'appelle Hydro 2040, pour savoir ce que sera l'hydro dans 15 ans. Elle a 15 ans, elle a été créée en 2010, sous cette forme-là, bien entendu, c'est une vieille dame, c'est 1571, mais elle a 15 ans dans cette forme-là. Qu'est-ce qu'elle sera dans 15 ans, cette école? À quel endroit elle sera? Sur quel site? Comment on formera? Avec quel type d'outils? Quel type de diplôme on fera? Comment ce sera en lien avec la STCW ou avec d'autres types de matières? Quelle part de marine marchande restera, comme elle reste aujourd'hui une école de la marine marchande? Elle s'appelle différemment, mais c'est une école de la marine marchande. Comment on continuera à l'enseigner, cette marine marchande? C'est ça qu'on lance avec Hydro 2040. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus, donc c'est une première étape en interne à l'établissement, un peu comme sur le contrat d'objectif. Et puis à l'été, bah, on va aller vers l'extérieur, vers les anciens navigants intéressés, notamment, mais pas que, pour savoir dans quoi on se projette. 2040, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Quand on se remet sur 2010 et la création de l'école, et quand on arrive à ce type de questionnement, pourquoi on est séparés, comment ça a été fait un peu à la va-vite, dans une cohérence qui est sans doute relative, et je prends mon parti de cette réflexion, et comment on peut arriver à restructurer des filières. Et j'y vois beaucoup d'intérêt aussi, puisque vous êtes également enseignant vacataire, dans le croisement des positions. Là, j'ai pu donner des cours moi aussi. Évidemment, quand on donne des cours, c'est toujours plus intéressant d'être en lien aussi avec ses collègues des autres niveaux, de première, de 5e année, pour croiser les attentes des élèves. Donc, c'est peut-être aussi ça qui va être retrouvé. Bah, d'ici là, ce qu'il faut faire, c'est arriver à faire école au mieux, et à faire que les sites se parlent le plus possible. Et donc la chaîne pédagogique, la réponse que je vous donnais tout à l'heure, elle est un petit peu dans ce sens-là. Est-ce que ce sera du durable et on va préserver cette organisation-là, ou est-ce qu'on va repenser les cursus? Je dirais que les jeux sont ouverts. Merci François. Donc en fait, un COP qui garantit un petit peu l'ADN de notre école et qui essaye de se projeter jusqu'à 2040. On va peut-être parler de 2026 avant de parler de 2040, parce que le président de la République en 2021 nous avait annoncé un doublement des effectifs à 5 ans. Qu'en est-il? Parce que l'échéance, là, pour le coup, c'est pas après-demain, hein, c'est demain. C'est demain, oui, non, ouais. Qu'en est-il? C'est progressif, ça a été permis par la subvention pour charge de service public que j'évoquais tout à l'heure. On a besoin évidemment de ressources complémentaires, notamment en enseignant, et c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire que tous ceux qui s'y intéresseraient de très loin en disant « Ah oui, il faut vraiment qu'on vous aide, ouais, ce serait bien », je vous garantis qu'il y a un certain nombre d'enseignants avec qui moi, je peux discuter qui sont aujourd'hui en souffrance sur un certain nombre de cours. Donc on a besoin d'enseignants à l'école, on a besoin d'enseignants sur le site du Havre. Il y a 6 postes qui sont vacants sur de la navigation, bientôt sur de la machine, sur construction, exploitation, sécurité, sur de l'EA. On a besoin d'enseignants. C'est absolument indispensable. Sans ça, on va se retrouver au pied du mur. Et pourtant, pour répondre à votre question, ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un peu moins de 1300 élèves. On était sur une trajectoire à 1400 avec le Fontenoy, mais le taux d'attrition, le nombre d'élèves. Donc on avait un objectif à 1400 et on est déjà à 1300? Non, on avait un objectif. Les seuls objectifs qui existent chiffrés, c'est 222 élèves en 2021, 446 en 2027. D'accord. En diplomation. Ok. En diplomation. C'est le seul objectif qu'on a. Les 1400 dont je parle, c'est le nombre d'élèves au global. Et ça nous intéresse, nous, dans le pilotage au quotidien. Mais en réalité, avec la formation professionnelle, avec la formation initiale qu'on renforce, on arrive à une stabilité progressive. Et c'est pas 446 élèves ou 448 élèves, peu importe, qu'on diplômera en 2027-2028. C'est qu'on diplômera pour la suite. C'est-à-dire que ça s'arrête pas à cette période-là. Donc il va falloir que le marché absorbe aussi
c'est près de 450 élèves Mmh. qui ont été souhaités effectivement en 2021 et qui montrent la très bonne montée en charge de l'école. Donc cette année, c'est environ 340 élèves qui seront diplômés sur 2024-2025. Donc la montée en gamme, elle est progressive, elle est normale, elle se fait grâce à l'action résolue des sites, et on amalgame la formation initiale et la formation professionnelle. Alors justement, à propos de ça, je crois Oui, que justement, moi, ma question, c'est donc du coup, doublement des effectifs, ça, je le conçois tout à fait, mais au niveau des répartitions, parce que les bords, quand ils ont eu cette annonce, qu'ils ont forcément pris de plein fouet, c'est doublement des effectifs, c'est doublement de tous les effectifs, c'est-à-dire OCQPI, OCM ou seulement DESMM? Alors comment ça se répartit? Comment ce sera faite cette répartition Alors, justement? elle est donc sur la partie formation initiale, donc on fait rentrer 176 élèves en DESMM, on peut en faire rentrer jusqu'à 192, et le taux d'attrition doit être limité par le nouveau diplôme dont je parlais, puisque ce nouveau diplôme permet de faire rentrer en deuxième année entrée directe, puisqu'il n'y a pas de matière STCW à l'exception des stages en première année, un certain nombre d'élèves qui ne seraient pas ceux passés en deuxième année. C'est-à-dire que sur 176, j'en ai 20 qui redoublent ou 20 qui sont exclus. Je peux quand même en rentrer 176 en deuxième année parce que j'ai fait un recrutement dans les prépas des IUT. Ils ont fait des matières scientifiques et ils sont réputés avoir le niveau pour suivre la formation STCW. C'est des choses qui existaient il y a une trentaine d'années. C'est une demande qui a été faite et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc 176. 64 sur les élèves au CQPI, monovalence pont, ça répond à une demande. Je peux vous garantir que les chiffres Parcoursup aujourd'hui, ils sont impressionnants. C'est-à-dire que c'est le plus grand bond qu'on ait eu et qui est un bond qui continue de bondir, c'est-à-dire qui continue d'évoluer. C'est-à-dire qu'on avait eu un bond il y a 3 ans. sur les OSCQPI. Le SQPI, c'est une demande qui est très forte. Et c'est vrai sur Parcoursup et sur Parcours+. Donc on a 64 élèves et on a doublé la promotion il y a 2 ans. Donc on va avoir pour la première fois ici 3 fois 64 élèves, moins le taux d'attrition pour la deuxième et la troisième année, mais à compter de la rentrée du 1er septembre 2025. Pardon. Pour les OCQM, la montée en gamme a été plus progressive. On est passé de 30 à 60 en l'espace de 3 ans. Et donc, on a là aussi une montée en charge qui va arriver au 1er septembre 2025. Donc ça, c'est la formation initiale. À côté de ça, on a de la formation professionnelle. Et j'ai pas voulu la négliger. Parce que au départ, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu prends finalement dans ce doublement? Parce que c'était pas à chiffrer, la donnée, elle était pas. On l'a mise dans le COP, on était les premiers à s'y intéresser, ce qui est assez normal. Mais pour permettre ce doublement, moi j'ai dit, il faut mettre la formation professionnelle. C'est des candidats qui sont des candidats sérieux, qui sont portés par un certain nombre d'armateurs, qui nous disent, nous, la promotion sociale, c'est important. Donc, le capitaine illimité, évidemment, qui est une suite assez logique de l'OCQPI pour un certain nombre de personnes qui sont déjà décidées quand ils quittent l'école, qui disent, moi, je veux aller en capitaine illimité. Ben, on l'a doublé. On a mis Marseille et Nantes. L'OCMI, pardon, qui n'était accessible qu'en formation professionnelle, eh ben, on l'a rendu possible par le biais de la formation initiale, grâce au travail résolu de Pierre Giquel, qui est enseignant à Saint-Malo et qui s'est beaucoup impliqué sur le sujet. Évidemment, on continue sur l'OCQP, mais aussi sur le probatoire, sur le Capitaine 3000, sur le chef 8000, sur le chef. Bon, 3000, on pourra en reparler, mais toutes ces formations-là, et sur les formations plus spécifiques, sur l'électrotechnicien, c'est très important, c'est une demande d'un certain nombre d'armateurs, donc on Et poursuit c'est là-dessus. aussi une évolution du métier. Et c'est une évolution du métier qu'on a d'ailleurs absolument évoquée. Vous avez parfaitement raison, il ne faut pas du tout négliger l'évolution d'un certain nombre de référentiels. Parce que nous aussi, on doit s'adapter à ces formations-là. Et donc, sur une formation en 1 an, c'est beaucoup plus simple à faire dans le pilotage que sur une formation en 3 ans ou en 5 ans. Donc voilà ce que c'est en fait cette évolution. Si vous avez les chiffres en tête, c'est un doublement complet donc pour OCQM qui peuvent devenir un OCMI et OCQPI. C'est pas un doublement complet sur la partie DESMM. Par contre, avec la formation professionnelle, on arrive à un doublement qui sera effectif et qui sera surtout stable et durable après 2027. Je voulais rebondir aussi sur le recrutement des enseignants. Il y avait une idée qui avait été soumise il y a quelques années, justement, si vous aviez du mal à trouver des enseignants, parce que c'est souvent un retour qu'on a souvent. Et moi, en contrepartie, j'ai beaucoup de navigants, puisque en fait, ça fait partie aussi de nos prérogatives, hein, de transmettre notre savoir. Et puis, il y en a qui le font vraiment avec grand plaisir. Est-ce qu'une solution d'envisager de détacher
des navigants qui ne perdraient pas en salaire, qui seraient financés, enfin qui seraient salariés, qui resteraient salariés de l'entreprise, mais qui seraient donc détachés pour enseigner à l'ENSM, est-ce que c'est une perspective qui est envisageable ou qui... Alors, si je me permets de spécifier un petit peu la question, il y a trois types de positions là-dedans. Il y a effectivement le détachement, un détachement, mais c'est pas un détachement administratif, quelqu'un qui va être détaché à l'école, puisqu'on est sur une position qui est secteur privé. Mais c'est plus ou moins ce qu'on a fait avec le Dreyfus Armateur pour le diplôme d'électrotechnicien. Moi, je leur ai dit immédiatement, en lien avec Luc Varin, le directeur du site, j'ai dit, écoutez, nous, on est tout à fait d'accord pour accueillir cette formation, mais nous ne pouvons pas l'accueillir si nous n'avons pas une ressource complémentaire dans le domaine de l'électrotechnique. Voilà, donc on avait besoin d'un chef machine illimitée. Donc, monsieur est venu, il est dans nos effectifs aujourd'hui. S'est posé la question donc, de savoir qui devait l'employer, donc, détachement ou mise à disposition. La mise à disposition reste possible et elle est envisagée, alors, soit sur une mise à disposition qu'on peut prévoir qui est administrative, soit dans le cadre de l'article 5.7 de la Convention collective qui indique précisément ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on ne perd pas dans les avantages d'embarquement, c'est-à-dire qu'on continue à être ENIM, etc. Mais on n'a personne là-dessus. On n'a personne. Donc cet article 5.7, il est toujours disponible. Et les annonces, on les a. Justement, on va essayer de spécifier et de complémenter cette possibilité. Surtout que, enfin, moi, de mon point de vue, vous avez un double avantage, c'est que les navigants, en général, sont très attachés à l'école. Donc, en général, pour revenir, il n'y a pas de souci. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'au sein même des armements, c'est souvent des anciens navigants. Donc, je pense que quand un salarié demande à avoir du temps libre pour pouvoir enseigner, il rencontre, à part sur l'aspect financier qui est tout autre chose, mais il n'y voit pas d'inconvénient, justement, au contraire, de venir enseigner. Ce qui, en plus, permet aux armements, quelque part, de faire de la publicité à l'armement, puisqu'il n'y a rien de plus vendeur par rapport aux élèves, s'ils arrivent à s'identifier avec un enseignant, pour ensuite aller dans la même compagnie. Moi, quand je fais mes présentations, c'est la première chose que je dis. J'ai été employé dans telle compagnie et telle compagnie. On me pose forcément des questions sur cette compagnie. Et c'est comme ça que des vocations naissent après, derrière. Hein. Et là-dessus, je vais être très clair, parce qu'il y a eu des questions qui se sont posées sur le rattachement à l'ENIM. D'abord, les enseignants qui sont à l'école pourront être rattachés à l'ENIM, pour ceux qui arrivent. C'est une discussion qu'on est en train d'avoir sur le modèle de la déclaration sociale nominative avec l'ENIM. C'est en train d'arriver. Ça n'a pas abouti complètement, mais c'est en train de se faire. On a une difficulté qui est sur la part de l'ancienne caisse maritime d'allocation familiale qui est gérée par l'URSSAF Poitou-Charentes. Enfin bref, on est en train de le gérer comme on peut, mais on avait cette volonté, on l'avait d'ailleurs placé dans nos objectifs, c'est en cours. On est tout à fait prêt, avec notre service RH, à discuter avec l'ensemble des candidats qui seraient intéressés, sur des questions salariales également, hein, parce que évidemment, on regarde de l'expérience, enfin quelqu'un qui a 29 ans et qui a une expérience limitée, et quelqu'un qui en a 50 et qui souhaiterait enseigner parce qu'il a toujours voulu enseigner, c'est des expériences différentes, c'est possiblement des diplômes différents. On est tout à fait prêt à recevoir ces différentes demandes. Et puis, je veux le dire aussi, parce que sinon les enseignants m'en voudraient, mais je le redis, enseigner, c'est un métier. C'est un métier et c'est une vocation. Et ça, malheureusement, on l'a un petit peu perdu de vue. C'est-à-dire que c'est pas juste dire, bah tiens, est-ce que tu pourrais aller dans telle salle pour faire tel ou tel cours de simulateur, c'est faire des exercices, c'est faire des retours d'expérience, c'est passer du temps avec potentiellement tel ou tel prestataire dans les équipements, c'est être capable de construire à partir d'une matière pédagogique qui est pas complètement simple, parfois un petit peu aride comme la STCW, et d'être capable de structurer un outil pédagogique. Et je reviens à mon histoire de faire école. Enfin, je pense que la plupart des navigants en ont conscience, et je suis le principal concerné. C'est très bien. Je sais très bien que l'enseignement, ça ne s'improvise pas. Hein. Ça ne s'improvise pas, et c'est parfait qu'on le sache, mais moi je me permets de le redire, parce que nos enseignants, ils sont très attachés. Et pourquoi je le redis? C'est parce qu'on est aussi dans un changement de modèle. Les écoles qu'on a autour de nous vivent de manière différente, parce qu'ils n'ont pas la STCW, la même difficulté. On a du mal à trouver des enseignants. Pourquoi on a du mal à trouver des enseignants? Très simplement parce qu'on vit dans un monde dans lequel
les gens sont de moins en moins attachés à leur statut, leur contrat à durée indéterminée, et veulent des expériences qui soient différentes. Ils veulent pouvoir travailler sur d'autres segments, ils veulent être plus libres, ils veulent plus de choses à faire. Et ça, ou d'autres choses à faire en tout cas. Ça, cette donnée-là, on est obligé de la prendre en compte. Moi, j'en parle avec même certains élèves, ils me disent, mais je veux pas m'engager trop longtemps. C'est des choses qu'on n'entendait pas il y a quelques années. On n'entendait pas. Donc la société change, la société évolue, et l'enseignement ne fait pas exception. Et donc dans nos modes de recrutement, il faut qu'on soit plus précis. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à des cabinets spécialisés, en admettant notre part d'incapacité à faire avec notre service RH ou nos sites. Et sur le Havre, c'est extrêmement préoccupant. Donc je veux pas du tout me retrouver dans une situation qui serait de ne pas être capable de délivrer des cours. Donc on étudie toutes les solutions, et évidemment au 1er mai, parce que c'est là que se terminera plus ou moins la planification pédagogique, on a absolument besoin de trouver ces 6-7 profils qui doivent nous rejoindre dans un dimensionnement à prévoir. Est-ce que c'est une réponse à notre offre sur tel ou tel contrat? Est-ce que c'est autre chose? On est prêt à en discuter. On rebondit sur la première question, c'est que justement, si on n'a plus d'âme de vie sur le Havre, ce problème de l'enseignement ne va pas aller en s'améliorant, puisque le Havre va devenir un frein pour faire venir de nouveaux enseignants. Si les gens ne connaissent pas le Havre, ça va être compliqué déjà. Je préfère cette nuance-là. Non, bien sûr. Ah non, mais moi je suis le premier. Le premier, pour moi, sincèrement, ça a été très dur les premières années au Havre. Maintenant, ça fait 25 ans que j'y vis. La ville a énormément changé. Elle devient, je dirais, presque attirante. Mais le problème, c'est que si on n'a pas vécu dans une ville, c'est quand même compliqué de s'y projeter. Enfin, moi, je suis évidemment en ligne avec l'idée que pour pouvoir se projeter dans un endroit, il faut le connaître. Cela dit, le bassin d'emploi du Havre, il est quand même très riche. On est sur une ville industrielle qui s'est transformée. On doit être capable de lever ça. Et on ne pourra le faire que collectivement. L'école n'a pas réussi à le faire pendant un certain nombre d'années. Moi, je prends ma part de responsabilité. J'invite évidemment tous ceux qui souhaiteraient nous aider à le faire, à nous aider pour recruter plus et mieux sur des compétences spécifiques, avec tout le lot de liberté que j'ai donné pour la suite. Si des gens qui nous écoutent ont 40 ans et que en 2040, ils sont encore là, ils ont choisi l'enseignement au Havre, je fais le pari que ces gens-là qui auront suivi l'idée du faire école et qui se seront engagés dans cette vie de l'école, ils auront pu changer un certain nombre de choses. Alors pour peut-être clôturer un petit peu ces questions structurelles de l'école, dans notre premier volet, on avait parlé de l'ENSM sur 4 sites, et Guillaume défendait plutôt 2 sites mieux dotés, peut-être avec des professeurs qui auraient été un peu plus impliqués du coup dans l'ensemble des formations. Depuis notre rencontre, les 4 sites sont toujours là, ils ont été renforcés. Et vous avez également ouvert une nouvelle formation au CQPI à Bastia à partir de la prochaine rentrée. Alors, certains y voient une excellente nouvelle, avec une volonté d'apporter un enseignement supérieur adapté à l'insularité et aux problèmes insulaires. Et d'autres y voient peut-être une dispersion des moyens qui était déjà un petit peu limitée. Parce que là, on avait quand même l'exemple de difficulté d'avoir certains professeurs. Qu'en est-il exactement de cette formation à Bastia et quelles en sont peut-être les limites? J'ai fait le village d'Astérix, je vais pas faire Astérix en Corse. Non. On va arrêter ça. On va arrêter. Les meilleures blagues sont toujours les meilleures. Bon, plusieurs réponses évidemment. D'abord sur les 4 sites, ils n'ont jamais été remis en question depuis mon arrivée. Je le dis très, très simplement mais très fermement, si jamais ils étaient remis en question, il faudrait compter sur un autre directeur général. Je crois fermement à la complémentarité des territoires. Et fermement. C'est-à-dire que je pense que chacun des sites a cultivé aussi sa spécificité, a réussi à l'échelle nantaise, malouine, marseillaise, havraise, avec son histoire propre, à travailler autour d'acteurs différents, mais avec lesquels il y a des complémentarités. Et l'école doit pouvoir préserver cette intégration territoriale tout en faisant école au niveau national.
Les moyens ont été renforcés, c'est vrai, sur les sites et pas uniquement sur les enseignants parce qu'en fait, il y avait aussi un besoin, je pense au bureau études et formations, de personnes qui sont vos interlocuteurs. Quand, vous passez un coup de fil à l'école, vous avez un problème de scolarité, c'est avec eux que vous êtes au quotidien. Donc il faut des personnes qui suivent ça. Je pense notamment au site nantais, hein, qui a été touché par une restructuration avec son déménagement, mais aussi à Saint-Malo, mais enfin, c'est vrai sur tous les sites. Sur la formation à Bastia, alors, j'ai été assez marqué, moi, par la force qui se dégage du projet du lycée maritime de Bastia. C'est un très beau projet soutenu par les territoires, dans lequel des compagnies maritimes ont souhaité s'impliquer. Et j'ai eu effectivement, à différentes reprises, l'occasion d'en parler avec ces compagnies. Alors, sous l'égide de la Direction générale des affaires maritimes, Parce puisque qu'on a vu, ils ont un petit centre de formation, ils ont un navire à hydrogène, ils sont même à la pointe, hein. ils sont à la pointe. Alors, sur la question du navire école, moi, je ne ferai pas de détails, puisque nous, on n'en a pas véritablement besoin. On fait un petit peu de manœuvre sur Marseille, mais c'est pas le même type de formation. Mais le navire Alba, qui est un superbe navire, ce projet est porté par Julien Cometto, qui est officier de la marine marchande, qui est quelqu'un absolument remarquable. Et moi, je tarie pas d'éloges sur Julien. Ça donne envie de travailler plus près des lycées maritimes. Et ça, c'est dans le contrat d'objectif aussi. Quoi, quand même 2-3 trucs dans le contrat. Ouais. C'est s'appuyer sur cette force des territoires. Nous avons 12 lycées maritimes, malheureusement il n'y en a pas outre-mer, nous avons 12 lycées maritimes qui sont des lycées qui sont normalement les premiers leviers pour le NSM pour s'ancrer dans cette dynamique territoriale. Et il y a déjà des complémentarités. Ici, on accueille le BTS du lycée de Fécamp. Euh, on est très proche, de plus en plus proche d'ailleurs, du lycée de Saint-Malo, puisqu'on est maintenant à 30 mètres du lycée de Saint-Malo. Donc vous parlez plus d'une transversalité possible? Alors, je parle de complémentarité qu'on peut trouver. Là, à ce stade, c'est de l'infrastructure. Mais effectivement, transversalité était possible. Les BTS avaient été pensés pour ça. Les BTS étaient au départ, j'étais à l'époque conseiller du ministre des Transports, de la mer et de la pêche, on avait la volonté de faire un chaînon manquant entre le lycée et l'école nationale supérieure maritime. C'est pas comme ça que c'est devenu. Alors, ça l'est devenu par la formation professionnelle. Je ne suis pas complètement en accord avec cette voie-là, mais non pas qu'elles ne doivent pas exister, mais je pense pas que ça doit être. Je pense pas que la formation professionnelle n'ait à être qu'un palliatif de la formation initiale. Je pense que ces élèves qui sont remarquables, qui sont au lycée maritime, on doit leur permettre d'intégrer plutôt la formation initiale de l'ENSM le moment venu. C'est ce qu'on va faire avec Saint-Malo, avec l'OCMI. Ça a été discuté avec les lycées concernés. Toujours est-il que sur Bastia, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette demande qui émanait des compagnies, des armateurs locaux, donc pour ne pas les citer, la Corsica Linea Méridionale et puis la CMA-CGM maintenant, actionnaire de la Méridionale, pour qu'on renforce cette complémentarité et qu'on crée une filière d'officiers en Corse. Moi, j'ai indiqué que j'étais défavorable à créer cette filière si elle était en marge de l'ENSM. En revanche, j'ai insisté sur le fait qu'on avait une formation qui s'appelle l'OCQPI et qui doit permettre de former des officiers monovoles en pont. Cette formation, elle se fait en 3 ans heures, et nous n'avions pas de place ici pour accueillir plus de monde. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien en accueillir plus. Mais on ne peut pas accueillir plus de monde. On ne peut pas faire 3 classes de 32, c'est pas possible. La demande a été portée par ces armateurs, en lien avec le lycée de Bastia, et donc la solution qui a été trouvée, c'était de dire, pourquoi pas faire une classe de 24 pour commencer à Bastia, et puis faire le même parcours, et c'est un diplôme qui est dispensé par l'école, par le NSM, parce que la 3e année se fera à l'ENSM, sur le site de Marseille ou sur le site du Havre, à discrétion. Je veux contrer, et je vous laisse tout de suite évidemment la parole, mais Non. 3 idées vraiment importantes. 1, c'est fini le temps où le NSM se plaçait au-dessus des lycées maritimes en disant nous sommes les meilleurs, etc. Ça n'existe pas. Je veux dire, quand on regarde la qualité de la formation qui est dispensée à Bastia, moi je suis viscéralement opposé à cet argument d'autorité. On a aujourd'hui une complémentarité à trouver, ce qui ne veut pas dire que les cours ici ne sont pas évidemment d'un meilleur niveau quand on parle du niveau directionnel ou même de certains niveaux opérationnels. Mais on a la capacité à former dans ces lycées, pourquoi on s'en prive? Deuxièmement, j'ai été très marqué par un jeune Corse qui a fait ses études ici, qui s'appelle Paul-François Ettori, avec qui on a beaucoup discuté, et qui me disait à quel point l'insularité, pour lui, avait été évidemment une difficulté, parce qu'il fallait quitter la Corse et puis trouver une formation qui lui convienne. Il rêvait d'être officier de la marine marchande. Combien de personnes à la Corsica Linea, là où il est employé, ou combien de personnes à la Méridionale,
se disent aujourd'hui, si j'avais su qu'il y avait ce type de formation, eh ben, on va au plus près des territoires. Troisième idée, c'est que ce serait une erreur de considérer qu'on va pas aller plus loin. Parce qu'il faut le faire avec les Outre-mer, il faut le faire avec les autres lycées, il faut donner la possibilité, évidemment, de faire grandir les sites, il faut continuer à faire travailler l'école avec les lycées maritimes. On a une matière pour pouvoir les former et une implantation territoriale qui est beaucoup plus forte parce qu'elle est, voilà, c'est le triple de ce qu'on a, c'est 12 implantations, et donc on doit être capable de s'appuyer sur cette base-là. Évidemment, pas à n'importe quel prix. Et quant à la question des moyens, euh, il y a pas de question. Les moyens, ils sont alloués par une convention financière, et la condition de départ, c'est que le NSM ne débourse rien. Les seules personnes qui travaillent sur le sujet aujourd'hui sont des personnes qui sont volontaires, la direction des études, le chef de département en charge de l'OCQPI, et tout le reste doit être permis par une convention financière sur laquelle on est en train de travailler et dans laquelle les compagnies s'investissent. Mais le danger, je dirais entre guillemets, moi je n'ai rien contre, le fait que ce soit implanté à Bastia, hein, surtout mon nom indique, forcément, mes origines de là-bas, mais le risque, c'est pas de justement que, bah, d'autres, collectivités, réclament aussi, ce même type, de formation? Parce que dans ces cas-là, pourquoi pas, Brest ou Bayonne qui sont aussi, éloignés, géographiquement, du Havre et de Marseille, seraient légitimement en droit aussi de demander à Je suis ouvert, hein, si le lycée de Cibourg, le lycée de Guilvinec souhaite en parler, il n'y a pas de et problème. est-ce qu'il y a pas un danger aussi, le fait que ce soit au sein même d'un lycée? Donc je remets pas du tout en doute, la qualité de formation, hein, loin de moi, cette idée. Mais, un OCQPI, délivré, dans un lycée maritime, pourquoi ne pas transformer directement, en entité, ENSM? Il n'y a pas un risque que l'armateur après, voyant le brevet, là où il a été, délivré, lui ne sait pas forcément, comment s'est passée la formation? Qui est justement une différence de traitement entre, un OCQPI qui vient de Bastia, un OCQPI qui vient directement Bah, d'une ENSM? de toute façon, l'OCQPI, c'est un diplôme qui est délivré par l'école. Donc, après, le brevet, il est national, c'est les affaires maritimes. Donc, moi, je suis pas très inquiet. C'est un diplôme OCQPI ENSM et il n'y a pas de, il y a pas, il n'est pas estampillé Bastia. Et de toute façon, cette surveillance, elle s'opère. On a un coordinateur sur la STCW. Je rappelle quand même que l'école s'est fait rattraper par la patrouille quand on a réussi à ne pas diplômer un certain nombre d'élèves et qu'on est revenu là-dessus. On a, grâce à l'action résolue du site du Havre et puis de la direction des études, on a pu revenir là-dessus. Donc, on a mis en place notamment cette coordination STCW. Elle s'opère de la même manière pour le site de Bastia. Le lycée de Bastia, qui n'est pas un site de l'ENSM, qui est un lycée à part entière. Sur d'intégrer à ce point les lycées maritimes ou ce lycée maritime pour en faire un site, clairement, c'est pas à l'ordre du jour, parce qu'en fait, il faut aussi préserver les identités propres. Moi, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, si d'ici 2040, on ira vers un service public de l'enseignement maritime, ou si au contraire, on éclatera ces différentes compétences et on retrouvera finalement des écoles. Je suis pas, j'ai pas de boule de cristal. Ce que je vois, c'est un grand besoin de complémentarité et un grand besoin d'intégration territoriale. Parce que moi alors, j'ai aussi une autre casquette, parce que je suis navigant, je suis enseignant, mais je suis aussi, papa. J'ai notamment, un de mes fils, qui serait peut-être, potentiellement intéressé pour venir, à Hydro, et enfin voilà, c'est lui aussi, il aurait bien aimé, enfin surtout sa maman, aurait bien aimé que pouvoir profiter d'un site, à proximité. Là, si je prends l'exemple concret, mon fils, s'il veut faire, le NSM, bah, il va devoir aller à Marseille, qui est déjà de l'autre côté de la France. Donc pour un moment, c'est pas forcément évident à encaisser. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est vrai qu'on en a pas parlé juste avant, mais je rebondis aussi, là-dessus. Comme quoi, avant, il n'y avait pas que des mauvaises idées. Avant, il existait un internat pour pouvoir, justement, loger ces étudiants. Au niveau financier, pour les parents, c'est quand même un sacré plus, et c'est surtout un gros soulagement parce que, pour les parents, rechercher un logement étudiant, c'est quand même, pas toujours, facile. Donc, est-ce que, là, si on multiplie en plus les sites, est-ce Est-ce que votre que fils peut venir?
on va en parler. Oui, Et entre autres, mais non, non, mais mais c'est surtout, enfin voilà, non, mais de d'abord, votre fils, il peut venir, il peut faire le choix de l'officier polyvalent, mais on a des très belles formations d'officier monovalent pont et mais je monovalent je échelle. je sais très bien parce que j'enseigne aussi, Bon, donc, pour les non, mais OCPP. j'ai bien compris. Je connais parfaitement cette, Et on va donc vers l'illimité machine dès cette rentrée dès la formation initiale. Donc c'est- c'est- c'est d'autres possibilités. Sur Marseille, il y a un internat. Il y a un internat qui n'est pas opéré par l'école, mais il y a une résidence étudiante qui est à proximité directe et ça sécurise un certain nombre de parents. Non, en capacité, elle n'est pas suffisante pour héberger tous les élèves parce qu'on a 176 élèves jusqu'à 192. Je crois qu'il y a à peu près 200 places. Peut-être un tout petit peu moins. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est le bailleur qui s'en occupe très directement. Il faut aussi voir que l'enseignement supérieur a quand même pas mal évolué. C'est le modèle d'une école complètement intégrée où on logerait les élèves et on leur fournirait des services un peu à l'américaine, on est sur un mode campus, n'est pas vraiment compatible avec ce qu'on a défendu jusque-là dans les restructurations. Il n'y a que Marseille qui reste avec ça. Ici, sur le site du Havre, s'il y avait Bah, un besoin. justement, en plus, alors par contre, le bon côté positif, moi, justement, en tant qu'ancien élève, justement, le site du Havre, c'est de faire partie, justement, de cette, entre guillemets, de cette vie étudiante où il y a une bonne carte à jouer, puisque effectivement, il y a plusieurs écoles qui se sont construites autour. De déplacer justement l'ancienne école, de la faire venir vraiment dans le Havre, ville basse, c'est, je trouve, un sacré plus pour attirer justement les élèves et s'inscrire dans une réelle vie étudiante. Mais ce qui est dommage, c'est effectivement, c'est peut-être voir une offre de logement. Moi, je suis pas fermé à non pas une offre de logement qu'on opérerait, mais de la même manière que ce qui s'est passé sur Marseille avec un bailleur, imaginer quelque chose qui puisse nous permettre de satisfaire aux différentes demandes pour deux raisons. Enfin, pour deux origines. La première qui est les ECQPI parce qu'ils arrivent jeunes, pour la plupart d'entre eux. On a du Parcoursup classique qui sort du bac. On a aussi pas mal de Parcours Plus avec des reconversions. Mais c'est une solution et pour des parents qui habitent loin ou qui habitent à côté, mais qui disent bon, voilà, mon fils, ma fille va pouvoir être à proximité de l'école. Donc je suis pas fermé à ça. Et je suis d'autant moins fermé que pour ceux qui arrivent en dernière année, particulièrement avec ce diplôme qui est pour le coup, à mon sens, un peu déséquilibré, avec un premier passage puis un deuxième passage, bah, ça faciliterait les choses. L'occasion ne s'est pas présentée jusque-là. Une nouvelle fois, moi, je suis pas fermé à ça. Je suis pas fermé à ça parce que je pense que c'est aussi dans le rôle de l'école de fournir différents services. Prenez notre dernière innovation hein, sur le service de l'école. C'est là aussi dans le contrat d'objectif. Blabensem, ça va vous rappeler quelque chose. On a Blablacar, Blabensem. Bah, ça répond à une vraie demande. Notre responsable communication qui a la charge du projet avec le responsable informatique me disait encore récemment que les élèves étaient venus la voir en disant bah, ça c'est vraiment super, ça répond à notre besoin. Bon, voilà, il faut aller aussi dans le sens du besoin de nos élèves. Et la seule solution là-dedans, c'est d'être dans le dialogue et dans la discussion permanente avec eux. Eh ben, je pense qu'on va conclure là-dessus sur l'école. Justement, les besoins de l'école. L'école était partie aussi sur une féminisation, sur une meilleure mixité de l'ensemble des élèves. Nous en avions déjà parlé avec Guillaume et on parlait du côté très masculin et aussi des violences intergenres. Où en sommes-nous aujourd'hui sur les recrutements et sur le dossier en général? Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Sur le dossier en général, ce qui est le plus compliqué, c'est-à-dire que la question je crois qu'il y a trois questions à bien distinguer. La question de la féminisation des métiers, la question des violences sexuelles et sexistes, et la question des traditions qu'on amalgame souvent avec les bizutages. Donc j'évacue cette troisième question de la tradition et des bizutages, parce que d'abord, bizutage, il n'y en a pas ici. Les traditions, on les respecte, on les encadre, on les promeut, et on fait en sorte que les uns et les autres puissent être respectés en cas de ces traditions. Alors qu'on ne vienne pas me raconter que les baptêmes, quand il y a le rite de passage, sont des moments où on a des déviances. Nous, tout ce qu'on voit ici, c'est très encadré et on n'a pas de problème. Et quand il y a une difficulté avec un mural en amont, on sait l'expliquer. Là-dedans, je veux vraiment faire ce point-là, une Oui, de toute façon, clarification. ça a été énormément édulcoré depuis une vingtaine d'années. Et pour le meilleur, pour le meilleur. Ce qui ne veut pas dire qu'on perde la partie tradition. Et d'ailleurs, dans le contrat d'objectif, vous avez un recueil de tradition qui est à prévoir.
Deuxième sujet, la féminisation des métiers. La féminisation des métiers, c'est un vrai bel enjeu que nous portons au sein de l'école. Il y a de plus en plus de femmes. On est à une vingtaine de pourcents de femmes en première année des ESMM. En gros, sur l'école, moi, je communique à entre 15 et 20%, parce que ça dépend des années, c'est assez fluctuant. Et puis, je vous rappelle que les élèves, avant d'entrer à l'école, sont des numéros. Hein. Parcoursup, comme Parcours Plus, nous empêche de voir s'il s'agit d'un homme, d'une femme. Alors, c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a des entretiens qui sont prévus pour les polyvalents, mais, et puis pour les Parcours Plus également. Mais l'égalité de traitement fait que, de toute façon, on n'a pas à considérer le genre. Moi, j'entendais encore un commandant qui disait « Ah, mais depuis que vous avez mis des quotas de femmes à l'école, pas de quota de femmes à l'école. Enfin, c'est absolument ridicule. C'est ce qui s'entend quand même énormément. Ben, il faut que ça s'arrête. Enfin, faites en sorte, les uns et les autres, de faire taire. Et je pense que c'est important qu'on le fasse collectivement. Il n'y a pas de quota de femmes et il n'y en aura pas. Enfin, moi, je suis pas en accord avec cette idée-là. Je pense pas que le conseil d'administration soit en accord. On a eu des positions qui ont été émises par des femmes très engagées qui sont au sein du conseil. Je pense à Nathalie Mercier-Perrin, à Claire Merlin, à Nathalie Hill, à Gaëlle Le Saout, qui défendent aussi la place des femmes dans le secteur maritime. Et c'est absolument fondamental. Et puis, là-dedans, pour conforter les femmes dans leur désir d'embarquement, moi aussi je suis papa de deux petites filles. Je l'ai réalisé encore un peu plus quand elles sont arrivées. Il faut arriver à faire comprendre qu'il n'y a pas de métier qui soit interdit aux femmes. Il n'y a pas de métier, pas plus dans la marine marchande qu'ailleurs. Et donc, dans ce contexte-là, il faut parer à certains risques, certaines violences qui peuvent exister. Donc, on a un plan qui a été mis en place par ma prédécesseur, que j'ai souhaité un peu développer, parce que sur un certain nombre de sujets, ça me convenait pas exactement, je vais y revenir. Et il est en 4 parties. Donc, première partie sur la mise en place d'actions de communication. Hein. On a un besoin fort de communication sur le sujet, faire parler de la place des femmes à bord des navires. Ça, on sait bien le faire. On a fait un petit film sur le sujet il y a quelques temps, et c'est indispensable. Deuxièmement, avoir une personne qui est référente sur le sujet, hein, qui est auprès de la direction des ressources humaines. On a ensuite mis en place des cellules d'écoute. Donc, par site, on a des cellules d'écoute avec des hommes et des femmes, des élèves et des agents de l'école, des enseignants qui s'impliquent pour recueillir la parole. Donc ça, on est bien d'accord, c'est au sein de l'ENSM. C'est au sein de l'ENSM. Parce qu'il y a certains armements qui ont déjà mis ça... Qui ont ça à côté. Exactement, qui ont mis ça en place dans chacun. Mais c'est au sein de l'ENSM et c'est pas suffisamment connu. Donc il faut le faire, ça doit être le premier réflexe. On a eu des situations à gérer, moi j'en ai eu en direct, je suis passé par la cellule d'écoute, d'autres fois pas, voilà, et on gère ça vraiment très personnellement. Quatrième enjeu, qui est ce qui m'avait un petit peu déplu à mon arrivée, sur la formation. La formation à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, c'est un sujet sérieux. C'est pas un sujet de militantisme. On n'est pas là pour incriminer telle ou telle personne qui, à bord d'un navire, aurait fait une réflexion. On est là pour dire le droit, on est là pour expliquer ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire, et le cas échéant, parce que c'est ça que ça doit amener, pour recueillir la parole avec un peu de dialogue. Parce que les situations telles qu'elles ressortent, moi, je peux vous le dire, parce que je suis allé jusqu'à faire cette formation, hein, c'est pas de gaieté de cœur que je l'ai faite, parce que c'est pas nécessairement au directeur général de le faire, mais je veux m'engager à fond sur ce sujet, parce que c'est à ce point important que les élèves me disent « Mais moi, je veux plus y aller à votre formation. Moi, ça m'intéresse pas, ça arrive trop tard, ou de toute façon, à bord, ça se fait pas comme ça, les situations... » Et puis, vous ne ciblez pas suffisamment les risques que nous courons. Parmi les risques qui sont identifiés en parallèle des VSS, les risques psychosociaux, les RPS. Comment on se comporte par rapport à un commandant qui vous pourrit en passerelle? Comment on fait quand on a 20 ans? Est-ce qu'il est là sur un rite de passage où il nous dit « Attends, si t'es pas capable de supporter ça, t'as rien à faire dans la marine marchande ?» Comment je le dénonce? Est-ce que je le dénonce de manière obligatoire, automatique? Et c'est ce vers quoi on doit aller. Parce que la mission de l'établissement, elle est là aussi. Elle est d'arriver à accompagner l'ensemble des élèves, les hommes et les femmes, pour parer à certains risques, et donc cette formation, elle est faite pour ça. Donc on a fait confiance là récemment au service social maritime, on va continuer à travailler avec eux sur un certain nombre de choses, mais je veux vraiment qu'on réintroduise une part de droit dans cette dimension-là, parce que nos élèves sont
ont beaucoup de talents et parfois des talents assez cachés. Ils sont pas juste à bord du navire, aux commandes du navire. C'est des officiers de la marine marchande qui réfléchissent, qui sont ancrés dans le monde réel et qui se posent ces questions-là et qui savent pas forcément comment réagir. Si l'école n'est pas capable de leur donner ces compétences-là, ces capacités à réflexion, eh ben on joue pas notre rôle. Donc vraiment c'est un sujet très 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 important sur lequel on essaye d'agir pour que chaque année, chaque élève, chaque agent ait une formation sur le sujet, pour que la cellule d'écoute soit mieux connue, pour qu'on puisse communiquer. Et évidemment, ça doit se faire en lien avec ce qui se fait dans le monde extérieur. Comment ne pas saluer le travail qui est fait par le Conseil supérieur des gens de mer. Un énorme travail qui a été fait par Jean-François Geoffrey et puis toute l'équipe. On a d'ailleurs une représentante au Conseil supérieur, à Ouassam, qui est la chef de département génie maritime, donc pas les navigants, mais qui sont basés à Nantes, une très belle formation aussi, et qui est membre du Conseil supérieur des gens de mer. Ce travail sur le violentomètre a été important. On l'a d'ailleurs cité dans la présentation. Et dans les compagnies, il y a des initiatives qui sont très utiles. Je pense à des numéros WhatsApp qui permettent de manière Oui, et sécurisée des référents embarqués. et c'est formidable. Oui. Je pense que c'est enfin, on arrive à trouver des solutions très simples qui permettent de sécuriser ces embarquements. Et sans en plus pointer du doigt un genre, puisque là, on est vraiment sur parler de toute la population de Oui. marins. Et donc, dans les carrés, qu'est-ce qui peut se dire un petit peu? Moi, c'est plus sur le problème de la mixité. Alors, pour juste rebondir quand même sur les comportements, les risques psychosociaux, moi, je pense quand même, en tant que navigant, je pense que les mentalités ont quand même bien évolué et dans le bon sens. Je trouve là-dessus, je pense que des commandants tyranniques, on en voit quand même de moins en moins. Enfin, j'espère ne pas me tromper, mais il y a eu Vous dites ça parce que vous êtes commandant? Ouais. Non, 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 mais ouais, je me compare pas à moi parce que moi je suis capitaine remorqueur portuaire, donc la psychologie est pas du tout la même. Moi, je parle surtout les retours au long cours, où effectivement là l'aspect psychologique est complètement différent. Non, non, je voulais juste revenir parce que la question était sur la mixité. En fait, nous, ce qu'on entend, c'est que justement, il faut féminiser les bords. Alors, pour moi, je trouve que c'est un autre sujet parce que d'une part, je trouve que dans la marine marchande, même si avant peut-être on était un petit peu macho, mais là-dessus, il y a eu un statut égalitaire qui a toujours existé, à poste équivalent, salaire équivalent. Peu importe le genre, que ce soit un homme ou une femme, il y a toujours eu l'égalité de salaire. Là-dessus, il y a eu aucun problème. Par contre, de vouloir absolument amener des femmes à bord, je pense que déjà, d'une part, il faudra leur demander à elles, plutôt que de les forcer. Et je pense que ça va être une équation qui va être dure à résoudre quand on sait déjà que dans les effectifs, et on voit bien à l'école, moi je vois bien, parce que maintenant je suis enseignant, on arrive à un maximum de 15-20%, que cette proportion a du mal à bouger. De 15-20% dans les écoles, ça va être très difficile d'arriver ensuite à bord à du 50-50 hommes-femmes. Alors, je pourrais apporter des précisions par rapport à ça, parce que selon les chiffres de l'INSEE, en fait, en 2024, on avait déjà seulement 14% de jeunes filles en filière scientifique en sens de l'ingénieur. Et ça c'est corroboré par les chiffres en admission au concours de Polytechnique, où on a seulement 16% de jeunes filles, grosso modo, comme dans la marine marchande. Quand on regarde aussi après les chiffres par secteur, l'INSEE nous dit dans la construction, par exemple, on est aux alentours des 10%. Dans les transports, on est à 20-25%, alors que dans la santé, dans les actions sociales ou dans l'enseignement, on est à 70, 75, 85%. Alors des fois, enfin, j'ai même lu un article intéressant dans Le Monde sur la lente disparition des filles dans les filières scientifiques, où on dit on ne veut pas, mais surtout, on ne peut pas se passer de cette moitié de la population. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas plutôt en train d'essayer de rééquilibrer une mixité où elle est peut-être déjà peut-être trop féminine dans un sens et pas assez dans l'autre? Est-ce qu'on veut vraiment arriver à une mixité ou plutôt laisser faire les gens, enfin faire les formations que chacun a envie? Vous avez dit deux choses qui m'ont un peu troublé. La première, c'est qu'il faudrait peut-être d'abord leur demander, il ne faut pas les forcer. D'abord, leur demander, moi je pense pas qu'on ne leur demande pas. Enfin, je force les jeunes femmes qui s'inscrivent sur Parcoursup ou sur Parcours Plus, que vous avez comme élèves, personne ne leur a demandé. C'est elles qui sont venues de leur plein gré. Bon, à moins qu'on ait des parents tyranniques qui les forcent à venir à l'ENSM. Ce qui peut arriver, et c'est un problème. Mais non, non, je plaisante. C'est pas vraiment le sujet. Et personne
force qui que ce soit. Je veux dire, si quelqu'un, homme ou femme, refuse d'embarquer ou veut quitter l'école, moi, il n'y a aucune difficulté. La question du rééquilibrage, vous avez raison de le dire, talentueuse, industrielle, les ailes de l'océan, autant de programmes qui sont plus ou moins proches de la mer, mais regardez l'activité, pour pas dire l'activisme, pour plaider pour la cause des femmes, de femmes comme Laura Chobard, la directrice générale de Polytechnique. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. Et je trouve que c'est très symbolique de quelqu'un qui n'a pas eu besoin de s'imposer comme une femme. Elle est ce qu'elle est. Elle est polytechnicienne. Elle dirige aujourd'hui l'école polytechnique. Elle fait la promotion des femmes dans les filières scientifiques. Prenez d'autres personnes. Je pense à Émilie Piette, la secrétaire générale adjointe de l'Élysée. On a plein de gens qui ingénieurs des mines. Vous avez plein de gens, de femmes et d'hommes aussi, qui s'impliquent pour dire une chose très simple, très très simple. Il n'y a pas de métier interdit aux femmes. Ah mais Voilà. Et on est bien, une fois qu'on on a est bien, compris ça, on est Nous bien sommes d'accord. une totalement fois en qu'on a phase. on compris est bien ça, la d'accord. question de l'équilibrage des quotas de 50%, de 70%, mais peu importe. En réalité, Parcoursup, Parcours+, nous permettent de voir qu'on a des gens qui intègrent ces formations, cette population. Et moi, je suis très heureux qu'on puisse, en tant qu'école d'ingénieurs, parce que c'est aussi une école d'ingénieurs, prendre notre part dans cette réussite-là. Non pas pour rééquilibrer, parce que c'est pas l'objet, mais pour favoriser le fait qu'il n'y ait pas de métier interdit aux femmes. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin sur la mixité. Et justement, on va peut-être faire un peu de promotion de l'ENSM. Pour faire de la promotion, vous êtes parti sur la création d'une fondation. La fondation ENSM, qui aujourd'hui a 2 ans d'existence, qui a pour but de collecter, de gérer et affecter des ressources destinées à financer des actions dans les domaines de spécialité de l'école. C'est un vaste sujet. Maintenant, quand on met un petit peu le nez dedans, on se rend compte qu'il y a peut-être un petit peu moins de choses pour les élèves et un petit peu plus pour la promotion de l'école. Que doit-on comprendre de l'orientation de cette fondation ? Je n'avais jamais vu les choses comme ça, sur plus les élèves que l'école. Parce que pour moi, c'est un tout. La fondation, alors d'abord, au départ, la fondation, c'est fait pour collecter des ressources propres. C'est fait pour faire en sorte que l'école développe, par rapport au budget que je vous ai détaillé tout à l'heure, des ressources complémentaires. C'était dans l'arbitrage du Fontenoy du Maritime. C'était dans l'arbitrage du Fontenoy du Maritime. Je tiens à le rappeler. C'est-à-dire que si l'école n'est pas capable de collecter des ressources propres complémentaires, la subvention pour charge de service public de l'école peut diminuer. J'espère que c'est bien compris par tout le monde. C'est-à-dire que le risque, il est pas neutre. Donc l'État nous dit, on vous verse de l'argent, mais charge à vous de trouver des ressources propres. Vous pouvez les trouver comme vous voulez. Moi, quand je suis arrivé, j'ai souhaité créer cette fondation. Fondation qui aurait pu être un fonds de dotation, qui aurait pu être une fondation sous l'égide de la Fondation de France, qui aurait pu... Il se trouve que c'est une fondation universitaire. Sa gouvernance, elle a été validée par le conseil d'administration en février 2023. Son idée, c'était 29 novembre 2022, dans le cadre du conseil d'administration, là aussi. La composition du conseil de gestion, elle se fait autour de personnels qui sont de l'école, de représentants des armateurs, et puis de personnalités qualifiées. Et puis, effectivement, il y a des actions qui ont été menées autour d'une stratégie qui avait été pensée au départ sur de la collecte de fonds pour mener des différents projets au service de l'école, au service des élèves, effectivement. Et puis on l'a ciblé sur 5 grands projets, qui sont devenus 4 grands projets. Hydrocontest, qui est un concours de modèles réduits de navires qui existait à une époque, alors qui va réexister en 2025, mais dans un format un petit peu différent, avec un gros travail qui est fait par Caroline Ponce, enseignante à Marseille. Une mini-série sur la marine marchande, très aidée là-dedans par CMS et GM, qui a souhaité nous mettre en lien avec un distributeur. Une action sur les chorales de l'hydro, parce que là encore, je parlais de tradition tout à l'heure, c'est un très beau sujet d'arriver à faire vivre ce patrimoine musical. Donc les chœurs de l'hydro, on a le projet de développer un CD, enfin un album, parce que CD, on disait ça dans les années 90. Ah ouais. Voilà. C'est pas faux. C'est non, Non, mais comme quoi on vieillit tous. Hein, j'ai pas réagi non plus. Hein. Enfin, c'est vraiment au premier. J'aurais pu dire cassette. La cassette de l'hydro. Non, un vinyle, non. Ça revient à la mode. Le 33 tours. Il paraît.
Et puis, le quatrième enjeu, donc de la formation en continu, mais on le met un petit peu de côté à ce stade. On avait aussi un autre projet qui s'appelle Du vent dans les voiles, qui était de développer un projet pour une transat, la transat Café l'Or. Ça n'a pas pu se faire, donc on reventit sur des projets là. À côté de ça, des actions plus récurrentes, les équipages promotionnels, donc, qui a été initié à partir de l'an dernier, très très belle dynamique. On met un élève de l'école, un ancien élève de l'école et un cadre de l'école pour aller parler de l'école. Oui, ça sert l'école, effectivement, il y a école à chaque fois. Mais ça sert aussi l'élève. Ça lui fait plaisir d'aller faire un petit tour chez ses parents à Lorient, qu'on lui paye son aller-retour. Il va parler dans son ancien lycée, son ancien collège. Il présente une formation, qui est une formation, c'est pas sur une feuille A4 qu'il aurait lui-même griffonné. C'est une formation à jour que fait notre service communication en lien avec la direction des études, où on montre pourquoi il faut venir, non pas ce qu'on peut faire à l'hydro, mais pourquoi il faut venir à l'hydro. Et ça donne envie. Et on a fait plus d'une cinquantaine de déplacements de ce type-là cette année. C'est formidable comme élan ce qui est donné. Alors après, il y a effectivement des projets d'élèves. On a des projets sportifs, des projets triathlon, des projets de voile, des projets de course à pied. On a des projets musicaux qui sont intéressants, qu'on peut porter. Je parlais des chorales tout à l'heure. Euh, on a même une boutique en ligne qui permet de parler de l'hydro. Donc effectivement, on est là pour chercher des financements complémentaires, pour montrer à l'État que l'école, elle peut se développer aussi par elle-même, et pour prendre une part de risque. Parce qu'en fait, sur les quatre projets ou les 5 projets que j'ai cités, c'est aussi des retombées qui peuvent intervenir. Cette fameuse cassette, ou ce fameux CD, enfin cet album de chants de marin, potentiellement, c'est quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Je suis pas très spécialiste de l'industrie musicale, mais regardez les chants de marins aujourd'hui, c'est un marché de niche, c'est plutôt chanté par des personnes qui sont un peu âgées, c'est très folklorique, mais il n'y a pas de jeunes qui chantent ça aujourd'hui, à part les jeunes de l'hydro. Et ils sont connus partout. Quand on a une manifestation sur les Ledge Sport Days, quand on fait venir le Belém qui arrive à Marseille pour les Jeux Olympiques, bah, il y a qui? Il y a les chœurs, il y a les chorales de l'hydro. Et on les attend. Donc il faut promouvoir ça. Et je pense qu'ils sont très fiers de ça. Donc on veut les encourager dans cette démarche avec la Fondation. On est tout à fait ouvert sur d'autres projets, c'est-à-dire que des personnes qui souhaiteraient promouvoir d'autres choses, sportives, musicales, artistiques, ou même développement d'équipements pédagogiques, on est tout à fait à l'écoute. On doit développer nos ressources propres et on y œuvre. Je veux vraiment saluer là-dedans l'action de Colomban Monnier, qui est le président du conseil de gestion, ancien élève de l'école. Je pense qu'avec Frédéric Concani, c'est les deux personnes les plus emblématiques pour ce qui est du soutien à l'école aujourd'hui. Ils y sont très, très attachés. Ils veulent ce succès aussi par la Fondation. Alors justement, Christophe, vous Ouais. avez quelques petites questions Oui, par bah rapport alors, à ces orientations. oui, alors bah, justement, une idée de projet, parce que moi je vois, comme on est au Havre, j'ai de la chance, on est là pour le départ de la Transat. Alors c'est plus Jacques Vabre, c'est Café l'Or. Café l'Or, j'ai fait la dernière donc avec mes enfants. Il y avait 2 stands, et il serait peut-être, enfin je sais pas si c'est possible, mais de s'inspirer un peu de ce que fait la Marine nationale, parce que moi mes enfants, je les ai amenés bah, forcément stand de l'hydro. Ils ont aimé, ils ont dit bah c'est bien, on voit ce que tu fais papa. Il y avait un petit stand de simulateur, ils étaient contents. Bon, ouais, on a vu le métier de papa, c'est sympa et tout. Puis juste en face, il y avait la remorque de la Marine Les nationale, Carpodium. qui franchement, faut dire ce qu'il y a, ça en jette. Hein. Moi, je suis pas attiré par la Marine nationale, mais je dois avouer que ce qu'on C'était bien avait, vendu. ah ouais, c'est bien présenté, c'est bien vendu. Et là, par contre, j'ai senti vraiment là beaucoup plus d'entrain de la part de mes enfants. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer sur ce genre de modèle Oui, bah, c'est une très bonne idée. Alors après, il faut le faire vivre, le modèle. C'est-à-dire que la Marine nationale, c'est 45 000 personnes. Et donc, moi, je ne sais pas fédérer autant à l'échelle de la marine marchande. Et d'ailleurs, en fait, les marins de la marine marchande, bon, c'est des entreprises privées. Ils ont leur temporalité propre. Donc, on ne sait pas le faire de la même manière. Est-ce que c'est à l'école de jouer ce rôle-là? Potentiellement, les équipages promotionnels y ressemblent un petit peu. On essaye d'ailleurs dans les salons qu'on fait. Ce sera peut-être du coup nécessaire, parce que si on Ben, on le parle fait justement avec. de doublement des effectifs, il va falloir Non, mais justement attirer du monde. Alors, attirer les élèves. je vous rassure, on attire pas mal. Et sur Parcoursus et Parcoursup, les chiffres sont assez sensiblement en hausse. Mais on le fait avec des équipements qu'on peut déplacer facilement. Je pense à des lunettes. On l'a fait, ça a plutôt bien marché. On peut amener des choses, mais ça dépend aussi du temps qu'on a. Si c'est sur la Transat,
c'est très bien, mais je vais y revenir, mais sur des événements, je pense plutôt à la Route du Rhum, au Vendée Globe, bon, bah, il faut mobiliser des équipes et il faut voir quelle place on a pour mettre, pourquoi pas un moteur, enfin essayer de faire des animations, mais ça, on est tout à fait disposé à l'imaginer. Sur la Transat, vous êtes ici dans le premier stand de la Transat. Enfin, les lettres qu'il y a sur la façade, c'est rejoignez la marine marchande. Je parle de la Toutes les Transat équipes. parce que ça se passe souvent, mais Et ouais, oui. il faut faire la même chose peut-être Et le alors, Vendée Globe alors, ou je sais alors, pas le moi, Vendée Globe, hein, on était avec la le Sable de la l'Olonne. mer embauche. On a souhaité travailler avec Bien sûr. avec le ministère et ça s'est plutôt bien passé. C'était compliqué d'armer le stand pendant 15 jours. Ça a été très bien fait par notre équipe communication et je les en remercie. Sur la route du Rhum, c'est un peu plus ancien pour moi, mais le site de Saint-Malo, c'était beaucoup mobilisé. Il faut qu'on réitère, bon, c'est dans 4 ans, dans 2 ans, 2 ans. Et ici, la Transat, bah, on est partenaire. Vous allez avoir aussi les grandes voiles ici. Donc, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on met à disposition un certain nombre de salles. Alors, c'est un manque à gagner pour nous, mais en réalité, c'est une valorisation. Parce que ce sur quoi on compte là-dedans, c'est une visite de telle ou telle personne au PC sécurité qui va dire, mais tiens, ça t'intéresserait pas de faire la marine marchande à son fils ou à sa fille? Et puis que les gens qui sont autour de nous se disent bah oui, n'oubliez pas l'animation qui sera faite pour la Transat. Donc on a plein d'idées là-dessus. Et puis il faut pas oublier les personnels de l'école parce que la Transat elle se fera aussi à un moment où on aura des personnels qui seront impliqués parce qu'il faut ouvrir et fermer le bâtiment. Il faut être capable d'accueillir les prestataires. Il faut communiquer, faire une convention avec les prestataires. Et ben donc on va leur faire des choses grâce à l'agence qui gère la Transat. On va pouvoir leur faire visiter aussi les bateaux, ce qui montre aussi que la qualité de vie au travail à l'école, eh ben, elle s'amplifie. Donc on veut pouvoir le développer, ce qui donne un argument complémentaire pour ceux qui hésiteraient encore à nous rejoindre. Merci beaucoup François, merci Christophe. Donc en fait, pas mal de messages aujourd'hui à délivrer, notamment que cette fondation, elle est indispensable, notamment à la pérennisation de l'école, donc n'hésitez surtout pas à faire des dons et puis à la soutenir. On a également un COP qui voit loin, en fait, qui essaye de garder l'ADN, mais qui essaye surtout d'accompagner les formations de la marine marchande vers les nouveaux modèles. On a également des modèles de formation avec des professeurs peut-être embarqués qui peuvent désormais s'engager à l'hydro, et puis une mixité et une défense plutôt de l'officier plus que de la mixité, de toutes les violences, quelles qu'elles soient, et de tous les comportements qui peuvent être déviants. Merci énormément d'avoir répondu présent à cet exercice. J'espère que ça vous a plu et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de repartager, c'est très important, et puis de faire un petit don à l'association, à la fondation. C'est ouvert aux armateurs, mais évidemment aux anciens élèves et à tous ceux qui le souhaiteraient. Je rappelle que c'est des dons qui sont déductibles, hein, 60, 66, 70%, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Et donc, si vous hésitez à soutenir une cause, quelle plus belle cause que la marine marchande et le NSM. Merci en tout cas de l'invitation. Au pire, il y a des goodies, hein. Il y a du vêtement, du sac, du Geekoten, des choses boutique. sur la boutique. On vous mettra également toutes les références en description. Merci François, à très bientôt. Merci à vous. Merci Christophe, à bientôt. Coco, shake, banana.